Bonjour Béatrice Machet. Bonjour Réa. Merci beaucoup d'avoir accepté cette petite interview. Oui. Est-ce que tu peux nous parler de toi un petit peu? Alors, pour parler de moi, dans le contexte de la poésie, il faudrait dire d'abord que je pars avec un bagage de danseuse. J'ai commencé mon implication dans le domaine artistique par la danse. D'abord classique puis contemporaine. Après quoi, pour des raisons X et Y, et j'écrivais déjà de toute façon tout en dansant. Et en continuant mes études, je me suis aperçue que écrire c'était continuer de danser. Et c'est l'écriture qui a pris le dessus. Ce qui fait que je pense que ma poésie, ou en tout cas ce que j'ai à exprimer, doit passer par le rythme et le corps et la voix et le geste. Je ne saurais pas rester immobile pour dire mes textes. Ensuite, j'ai une deuxième particularité dans ce paysage de la poésie, c'est que je traduis et j'ai choisi comme une mission sur la terre, oui, un sens donné à ma vie, qui est de traduire les poètes exclusivement indiens d'Amérique du Nord. Donc je traduis à partir de l'anglais vers le français, mais un anglais qui est nourri de la pensée des Indiens d'Amérique du Nord, avec leurs différentes cultures et leurs différentes langues. Et ça, c'est une ouverture extraordinaire, parce que ce sont des langues complexes, certes, mais qui apportent et qui nous donnent une vision du monde que le monde occidental ne connaît pas. Et ça, pour moi, c'est une richesse énorme et j'ai vraiment envie de le transmettre. Et ensuite, je fais partie d'un collectif de poètes qui s'appelle Écrit Studio. La plupart est basé autour de Lyon, mais il y a aussi un gros pôle en Bretagne et un petit dans le sud. Collectif Écrit Studio, c'est-à-dire que nous créons des pièces sonores, des univers sonores qui accompagnent nos performances, nos lectures. Et donc on donne des récitals poétiques en individuel ou en groupe. Voilà. Quand tu as commencé à écrire? Alors, j'ai commencé à écrire, je devais avoir 7-8 ans. J'écrivais des histoires, des petits contes, surtout pour amuser mes amis. Et puis vers 13-14 ans, c'était des poèmes. Et là aussi, c'était plutôt pour amuser mes camarades. Puis j'ai fait des pastiches, Baudelaire, Mallarmé, des poètes comme ça. Et puis en apprenant les langues étrangères, j'en suis venue à la poésie espagnole et anglophone. Et là, c'était plutôt Antonio Gamoneda ou bien E. Cummings, et puis plus tard, donc les auteurs indiens. Et j'ai commencé à publier, je devais avoir 24 ans, quelque chose comme ça. Enfin, le premier texte publié, j'en suis sûre, j'avais 24 ans. C'était quelle année? Faut faire le calcul, là. Non, mais non. 1980, aux alentours de 90, quoi. Les auteurs qui t'ont marqué, qui t'ont inspiré? Alors, enfant, Jacques Prévert, René Char, Baudelaire, Mallarmé. Mallarmé, à partir de Mallarmé, là, j'ai vraiment senti que quelque chose m'appelait, pour de bon. Et puis, chez des anglophones, T.S. Eliot, Margaret Atwood, le fameux E. Cummings aussi, beaucoup. Mais Nazim Hikmet, qu'est-ce que j'ai lu encore? Toutes sortes de choses en fait, parce que je crois que j'étais une vorace
Je lisais énormément tout, n'importe comment, dans le désordre, et ça pouvait être de la sociologie, de la philosophie, de la poésie, mais ma façon de lire, y compris la sociologie et la philosophie, était toujours un regard poétique dans le sens que je voulais travailler la langue, à partir de la langue. Et donc je me suis plutôt tournée vers des philosophes comme Bachelard, comme des gens, Bergson, qui ont réfléchi un petit peu sur le regard, sur l'art. Voilà. Donc ma formation, elle est, chaotique, mais au bout du compte, ça fait beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu penses de la poésie actuelle francophone? Ah, pour autant que je la connaisse bien, parce que c'est fragmentaire ce que je connais, puisque je vis un peu aux États-Unis, un peu en France, donc je peux rater. Bon. Qu'est-ce que j'en pense? Je ne suis pas très optimiste sur ce qui se passe en ce moment, parce que je trouve que, et bien que les éditeurs, il y en ait des formidables et qui prennent des risques et qui soient passionnés, etc., je trouve de moins en moins de substance. Ça s'achemine vers du plus commercial et du plus ronronnant. Ça me gêne beaucoup. J'aimais l'époque où c'était quand même un peu plus mouvementé, voire insoumis ou insurgé. Donc s'il y a une poésie qui m'attire, c'est plutôt celle-là, qui s'empare des faits de société, qui a une réflexion sur notre monde, qui alerte. C'est un peu mon regard. Maintenant, il est biaisé parce que c'est mon exigence personnelle et avec ma recherche à moi dans la poésie et dans le langage, je conçois très bien que je suis complètement déformée. La traduction. La traduction. Alors, il y a deux aspects, qui est que je pars donc de la langue anglaise, qui est une langue avec une logique complètement différente du français, et qu'ensuite, à travers l'anglais, je dois traduire aussi et transmettre, faire passer la culture des Indiens d'Amérique du Nord. Donc, c'est pour moi donc un devoir que de m'initier aux langues Native American, Cherokee, Apache, Chickasaw, Ninipu, enfin peu importe, mais pour savoir comment ça fonctionne et comment ça se pense, déjà dans leur langue tribale, pour mieux imaginer comment est transformé l'anglais qu'ils manient, qu'ils utilisent, pour ensuite, moi, passer à un français, compréhensible évidemment, qui soit correct, mais qui puisse aussi faire glisser le français légèrement et faire sentir cet esprit amérindien dans la langue du français. Donc c'est un double travail finalement. Donc tu as dit que tu as commencé par la danse. Oui. Donc est-ce que tu peux nous dire les relations entre la danse et la poésie, par exemple? Alors, pour moi, il n'y en a pas. D'une part parce que moi je viens d'une culture occidentale, donc au tout début, en tout cas ce qu'on nous raconte, c'est que la danse, le chant et la parole allaient ensemble. On dansait et on chantait, et c'était la poésie. À partir de là, c'est comme un retour aux sources. Ensuite, dans la mesure où la poésie est basée sur la rythmique, la sonorité, une forme de musique, c'est pareil, la langue danse. Donc, pour moi, c'est vraiment la même chose.
Est-ce que la poésie, l'art est un besoin, une nécessité pour les gens, pour les autres? Ah, pour moi, c'est sûr. Depuis très longtemps, je savais qu'il fallait que je baigne dans ce milieu artistique, sans quoi j'étoufferais, je ne pourrais pas vivre, enfin, je veux dire. Et de plus, une conscience humaine, c'est lourd à porter quand on sait ce qui se passe dans le monde. Et de pouvoir exprimer ça, de pouvoir décortiquer, de pouvoir analyser, de pouvoir critiquer, de pouvoir mettre en mots, de pouvoir le travailler avec les mots, c'est un moyen de guérison aussi. Sinon, le monde est insupportable. Il y a énormément de gens qui ne le savent pas, qui n'en ont pas pris conscience et qui peut-être resteront de longues années avant de s'apercevoir que c'est de ça dont ils avaient besoin. Mais ça, c'est aussi les travers de notre société de consommation et de notre civilisation capitaliste qui veut que l'on consomme et non pas que l'on crée. Si l'on créait, on serait certainement beaucoup moins névrosé, certainement beaucoup moins gaspilleur et beaucoup plus respectueux. Tu fréquentes le festival de poésie de Sète et tu fréquentes aussi le marché de la poésie de Paris. Est-ce que tu peux nous donner tes impressions de ces deux événements importants en France? Alors, personnellement, à titre privé, c'est l'endroit où je retrouve énormément d'amis que je ne peux voir qu'une fois ou deux fois dans l'année. Le marché de la poésie, c'est plus un rapport poète-éditeur que poète-public, bien que on en rencontre un peu quand même du public. Le festival de Sète, c'est un des seuls festivals importants de poésie en France, donc c'est très important. Il mélange à la fois des poètes venus d'ailleurs, et ça c'est très important aussi, l'ouverture à d'autres langues, à d'autres mondes, à d'autres façons de voir, de vivre, de sentir. Donc ça pour moi c'est très précieux, une richesse extraordinaire. Et ensuite, ça mêle aussi tous les genres de poésie, parce qu'il y a les scènes plutôt dites pour les performeurs et la poésie orale, et puis il y a des scènes où la poésie est plus lyrique, plus intimiste, et c'est très bien d'en avoir aussi un aperçu. Donc ça donne une bonne idée du paysage poétique global. Ça oui, heureusement que ça existe, oui. Et la place des femmes dans la poésie? Ça commence un petit peu à changer, mais quand j'ai commencé, le milieu était très 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 machiste et très patriarcal. Et en tant que jeune femme, c'était très difficile et très inconfortable. Je sens un petit peu que ça a changé. Il y a beaucoup plus de femmes, on arrive peut-être à la parité. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que, à mes yeux, comme je le ressens, les femmes qui écrivent maintenant prennent beaucoup plus de risques et je pense que c'est elles qui sont désormais sur le front, et même dans le langage, dans la manière qu'elles ont d'utiliser la langue. Elles sont peut-être plus avant-gardistes que les hommes désormais. Merci beaucoup. Voilà. On dirait que le thème central qui creuse en filigrane, c'est le manque. Et certains de ces extraits ont été publiés dans diverses revues, dont le Festival permanent des mots. 1. Réserve. Stock plutôt que discrétion. Des mots de cruels attendre. Ils sont à l'affût, aux aguets, sur le fil de la dignité. À cause de l'enjeu. On le dirait déchaussé. Oui,
comme branlant dans la gencive, des dents à vomir pour un sourire interminable. Le face-à-face, du frontal pour mieux détourner l'attaque. Pas de trac, pas de pression, mais la rosée de l'émotion, sans excitation. Le cours normal du temps, comme on tiendrait le bon filon. La courbe monte vers l'œil avant de caresser l'oreille. C'est absurde de respiration. L'inconnu rend furieux, mais à force de répétition, plus de surprise dans le scénario. La qualité des sons seule change. La situation perroquette, perroquette, à cause de l'enjeu. Les interrogations sans fin, les questions en salve. À la figure de l'impatience, de l'incompréhension. L'insouciance glisse sur l'argile, son travail modelé à la force du mollet. Pas vraiment d'embuscade. On jette ses pas dans ses propres bras. Comme une mort entre. Complicité comme insoutenable à détruire. Désormais. Où et donc réserve. Violence couvée dans l'intime, sans adresse. Porosité une fois constatée, sa conséquence diffuse par monosyllabe. Nous, non. Nous, non. Le refus tranche. La netteté du gel, la dureté du regard, ouverture forcée de l'imagination, sinon l'émotion explose, détonne. Il faut déplacer dans les drapés, emmener le butin volé par l'œil, récolter ce qui, devenu parole, est à séparer de l'intention de soumettre, soustraire et ensauvager. Ni car, sous la peau, loin de la paume, loin des retombées, en avant de l'élan. Latence sensible, il ne reste plus qu'à se ramasser et bondir. Bon, ça, c'était plutôt l'introduction. C'est une litanie. Ça se prend des airs liturgiques et ça s'entasse. Tellement que ça creuse son trou, ça vous grignote l'espace intérieur, ça fait obstacle à la circulation. Parce que on croit qu'il serait plutôt vide. Ça paraîtrait logique qu'il soit rien, mais non. C'est un matériau dense qui pèse lourd son plomb de plume. Aujourd'hui, à ma fenêtre, je l'ai vu neiger de tous ces flocons. On les voit blancs, ils volettent et tombent par cristaux. Ça s'amoncelle tellement que ça bosse, ça vous scintille les mirettes, et puis monte, 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 monte. Marée écumante 2, avec bulles qui claquent sans bruit, ignorer les enflures gonflées de l'air dû, jusqu'à l'éclatement. Vert, sa pâte fondue de couler jusqu'à refroidi, l'emprisonne de 1000 morceaux dans le temps irisé. Un arc posé sur les 2 piliers et dessous. Il triomphe. Le porter comme un enfant, au plus près du cœur. Et battements, et bercements, et mouvements amniotiques, jusqu'à l'expulsion. Mais qui coupera le cordon ? Agglomérats en sommeil, et autour son corps, et dedans ses rêves et son souffle courent, le long d'une lumière usée. Le teint blême est ce qui lui va le mieux, plus facile à interpréter quand il se tait de tout son non-dit, épaissi dès la taille, jusqu'en bas, roulé sur les chevilles.
il manque. Toujours. Quelqu'un, 1, 2, 3 ou plus. Beaucoup plus. 1, 2 béquilles. On refratrie, comme on dirait, rapatrier, sauf que certains ne reviennent pas. Jamais. Plus jamais, non. Ils seront toujours morts, les morts. Sans vie. Les sans famille, les sans-abri, les sans-emploi. On les range facilement. Les orphelins de quelque part et n'importe où. Nous n'ont pas tous un rapport à des parents disparus. La relation s'établit avec la langue. Bifide. 1, 2. Suffit de la morsure du manque. C'est fini. Les vampires, ça existe. Les fantômes, ça existe. 1, 2, 3 ou plus. Beaucoup plus. Tous vains et dérisoires. 1, 2. Le manque marche au pas. Se met au garde à vous. Menace. Trompette sous le drapeau. Se lève très tôt. Et la nuit, le manque fait pousser ses ailes. Se prend pour un ange. Les anges, ça existe. À la dérobée. Le manque n'est pas figé. Le manque, ce n'est pas que rassembler. Le manque, ça distribue de l'inconnu. Ces primes sautiers, capables de vaciller. 1, 2 béquilles. Sous les aisselles, sous les coudes, on soutient. On supporte. L'incontrôlé. Pas maîtrisable. Allez, osez, dites-le donc. Sauvage. Ça fait gonfler. Façon danse nuptiale, façon frégate, façon pélican. 1, 2, 3 ou plus. Ça fait dragon. Niché à l'intérieur de vous. Les dragons, ça existe. Le feu depuis la gueule, et ça gronde de vos entrailles. Parasité. Juste là. Ne lâche pas. À tout moment. Et tout moment lui est juste. Juste, ça existe. Le manque, c'est du temps qui existe. Avec son rythme, avec son souffle, sa vitesse et son espace. Le temps du manque passe, et selon que vous passez ou regardez passer, la perception que vous en avez ne se vit pas mêmement. Oui, le manque ment. Le temps ment. 1, 2, 3, et beaucoup plus. Des mensonges de manque, des illusions plein le manque. Prendre distance, le recul du manque est votre chance. Tout un art du combat. Pacifique ou non violente, la distance est la bonne, mais à l'envers ou à l'endroit. 1, 2. Les mailles du manque. Ça détricote, ça défile, comme remonter le cours du manque, un long fleuve pas si tranquille. Tu veux dire que la vie ou le manque, c'est pareil? 1, 2, 3, 4. Beaucoup plus. Toutes les vies dans tous les manques. Ou l'inverse. Entre les deux se frottent les écarts. Ce sont des escarpements. Ça existe. Ça s'ampoule de s'échauffer les uns aux autres. Beaucoup. Et le dernier. Sans intention, mais avec sensation. Ça prend des déviations aussi. Les manques, ça se croise, se rentre dedans, se font des accidents. Les collisions célèbres de manques bien appariées génèrent des effondrements mémorables. Ça s'inscrit dans votre corps, à votre insu, dans les tissus. L'insu, ça existe. Ça s'exprime dans le manque. La décision d'une issue pour le manque, c'est à répéter. 1, 2, 3, beaucoup plus de fois. On replonge facilement. C'est addictif, le manque. On ne sait pas bien s'en passer. On imagine que oui, on sait bien que non. Le manque, c'est le fléau de la balance. Vous voyez? Vous mesurez ces hauts, ces bas à l'amplitude de la course des plateaux. Un fardeau, ça existe. Ça scande, ça tambourine. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ça balbutie aussi.
ça bégaye quand la confiance fléchit. Donc, ça parle. Est-ce que ça dit tout, le manque? Car le tout, ça existe. Et ça renvoie toujours à rien, et on les réunit dans un mouvement de retrait, puisque le rien, c'est bien le gagnant, et du dire, et du non-dit. Une kénose pour le montrer autrement. Un autre mot comme les 1, 2, 3, 4 et beaucoup plus, nombreux noms. Parce que, si vous me suivez, le manque, ça existe. Bravo.